Cette vidéo aborde des thèmes complexes pouvant heurter certaines sensibilités. Certaines images montrent la violence de manière graphique, même si elles sont censurées pour respecter la réglementation de YouTube. Une plateforme dont l'algorithme met très peu en avant ce genre de thématique. Tu peux donc soutenir sa diffusion en commentant, likant, boostant si tu es sur mobile, mais surtout, en la partageant autour de toi. Le 25 mars 1993, le New York Times partage une des photos les plus poignantes jamais publiées, le genre de photographie qui reste dans les livres d'histoire. Son auteur sera d'ailleurs récompensé par le Pulitzer, mais pour cette même image, il deviendra aussi le photographe le plus détesté au monde. 3 mois après la réception du prix, il met fin à ses jours. Cette histoire, c'est celle de 4 hommes blancs plongés dans la guerre civile sud-africaine à la fin de l'apartheid. Ensemble, ils ont documenté l'effondrement d'un pays et montré ce que personne voulait voir. Mais à force de photographier la violence, est-ce qu'on finit pas par l'emporter avec soi ? Cette histoire, c'est celle d'une question qui hante tous les photoreporters de la planète, mais aussi une question qui devrait nous interroger toutes et tous. À quel moment documenter l'horreur revient à y participer ? I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Tu l'imagines, le temps de production de ces documentaires est énorme, et c'était obligatoire d'essayer de les rendre à peu près viables à un moment ou à un autre. Et si c'est le tout premier que je vais sponsoriser, c'est uniquement parce que c'était assez difficile de trouver un partenaire aligné sur les valeurs que moi j'ai envie de promouvoir. Et c'est chose faite avec MPB, la plateforme d'achat et de revente de matériel photo. Le principe, tu fais un devis en ligne en indiquant ce que tu veux vendre, en précisant bien l'état esthétique. Ensuite, t'envoies afin qu'il vérifie l'état du matériel et une fois que c'est validé, soit t'es payé directement, soit tu décides de faire un échange en reprenant autre chose sur le site. Perso, je leur ai déjà vendu pas mal de trucs, mon GH5 qui a un bail, une Blackmagic aussi. Les petits Lumix que j'utilise pour faire de la street photo, c'est chez eux que je les ai pris. Donc oui, c'est moins cher, oui, c'est plus écolo. Les produits sont garantis 1 an, quel que soit l'état esthétique. Mais si moi, j'aime bien le marché de l'occasion, c'est parce que les gens pensent jamais que pour le même budget, c'est quand même souvent plus intéressant d'acheter un modèle qui a quelques années, mais qui appartient à une gamme pro, donc qui te donnera une meilleure qualité d'image, plutôt qu'un appareil neuf récent, et qui va t'offrir juste quelques nouvelles fonctionnalités un petit peu gadget que tu n'utiliseras jamais. Par exemple, pour avoir un plein format plutôt qu'un APS-C, si c'est ce que tu cherches, ou pour avoir un appareil plus un objectif pour le prix de juste le boîtier. Enfin, moi je fonctionne comme ça en tout cas. Voilà, par curiosité, tu peux déjà juste tester, voir combien vaut ton matériel actuel, les devis c'est gratuit. Il y a un lien dans la description, et puis merci à MPB d'avoir soutenu une partie du coût de production de cette vidéo, il y en avait bien besoin. En 1652, la Compagnie hollandaise des Indes orientales pose le pied au Cap, rejoint ensuite par des Français, des Allemands. Ces premiers colons prennent le nom de Boers et vont s'opposer très vite à l'Empire britannique venu lui aussi étendre sa puissance coloniale. Tous ces conflits qui vont s'étendre sur plusieurs générations se font évidemment au détriment des populations locales, les Bantous. En 1910, les Anglais et les Boers s'unissent pour former l'Union sud-africaine, dominion de l'Empire britannique. Le pouvoir est réservé à la minorité blanche et les lois limitent fortement les droits de la majorité noire, notamment par la ségrégation territoriale. En 1948, le Parti national arrive au pouvoir et instaure officiellement l'apartheid, séparation en afrikaans. Le principe, aussi simple que brutal, classer les individus par race, blanc, noir, métis, indien, et organiser toute la société autour de cette hiérarchie. Qui tu peux fréquenter, épouser, dans quelle école vont tes enfants, dans quel hôpital tu as le droit d'entrer, quel trottoir tu peux emprunter. Les populations noires sont déplacées de force vers des townships, loin des centres-villes blancs, des millions de personnes sont arrachées à leurs terres. Et le pouvoir politique reste exclusivement blanc. Le parti d'opposition ANC, Congrès national africain, qui lui défend les intérêts de la majorité noire, se voit interdit en 1960, après le massacre de Sharpeville, où plus de 90 manifestants noirs sont tués par des répressions policières. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks.
on an unarmed and defenseless people. Son leader charismatique, un certain Nelson Mandela, est alors condamné à la prison à vie en 1964. Le monde extérieur observe, prend quelques sanctions, des pressions diplomatiques, des boycotts, mais à l'intérieur du pays, la violence continue. En 1990, un événement bouleverse l'équilibre. Le nouveau président Frédéric William de Klerk légalise à nouveau l'ANC et libère son chef historique. Mr. Nelson Mandela, a free man, taking his first steps into a new South Africa. Mais si l'apartheid vacille ce jour-là, il va pas disparaître comme ça. Ce qui commence, c'est pas une transition pacifique, c'est le début d'une guerre civile larvée entre communautés, entre voisins. Et c'est de ces violences que vont témoigner les 4 photographes de ce qu'on va appeler le Bang Bang Club. Le premier d'entre eux, c'est Ken Osterbrook, qui au début de sa carrière était ce qui se rapproche le plus du blanc sud-africain typique. Il parle des Noirs avec mépris, les désigne avec des termes comme « péquise », il justifie sa position de classe, et il fait même son service militaire avec enthousiasme. Il est arrogant, il cultive son look de biker rebelle, et embrasse la logique du « eux contre nous ». Ken, c'est sans doute celui dont le parcours moral a dû être le plus long et le plus difficile, puisqu'au moment où vont se dérouler les événements dont on parle, il est devenu l'opposé de ce portrait. Les zones sombres de sa jeunesse se sont confrontées au réel, à la réalité de la misère et de la violence auxquelles eux sont confrontés. Il faut préciser que la fin des années 80, c'est une période de prise de conscience globale. Ken fait d'ailleurs partie de la liste des premiers photographes sud-africains dont les photos vont s'exporter et mettre la violence de l'apartheid devant la scène internationale. Le monde ouvre lentement les yeux. C'est aussi l'époque où, sur les ondes radio, la voix de Johnny Clegg et Sakuva est partout. La traduction du zoulou, nous ne l'avons pas vue, ça se réfère d'ailleurs au fait qu'il était interdit de posséder ou de reproduire des images, des photographies de Nelson Mandela à l'époque. Ken, lui, avec le temps, c'est devenu un photographe exceptionnel, perfectionniste, titulaire du prix Ilford. Il est plus mûr, équilibré, le genre de gars qui passe du rire à l'autorité naturelle. C'est celui qui garde toujours un œil sur les autres, qui les pousse à se dépasser. Ken, c'est le leader naturel du quatuor. Celui vers qui les autres se tournent quand ils ont besoin de soutien. C'est à la fois l'encre et la boussole du Bang Bang Club. João Silva, c'est l'étranger. Il est né dans le Mozambique colonial, qui est alors en guerre, et il est envoyé au Portugal pendant un temps avant de rejoindre enfin l'Afrique du Sud, où ses parents se sont installés à 9 ans. L'école, c'est pas fait pour lui, il la quitte très tôt, enchaîne les petits boulots. Il découvre la photo avec un ami pendant une course automobile et c'est une révélation. Sa première expérience de violence photographiée se passe à Thokoza, à Fowler Park. Sur la route, il voit des femmes poursuivre une jeune femme blessée. Elle la rattrape et la taille à coups d'armes, dont une faucille. João saute de la voiture encore en mouvement et photographie en reculant, effrayé par ce qu'il voit. Au premier plan, un homme sourit et réprimande gentiment les femmes. Reuters lui achète les images et lance sa carrière de freelance. En quelques mois, il passe des clichés pour le Rotary Club local à faire de la photo de guerre. Ken, qui est alors le chef du département photo de The Star, le plus grand quotidien d'Afrique du Sud, l'engage immédiatement. João, c'est le gars connu pour sa témérité, voire sa folie pour certains, à traverser les townships en moto pour faire des images. Mais s'il est renommé pour sa fuck you attitude, il est aussi unanimement reconnu pour sa fidélité sans faille. Le mot qui court dans toutes les rédactions, c'est que si le bateau coule, la dernière chose que tu verras, c'est João à tes côtés. C'est celui aussi, étrangement, avec la vie personnelle la plus stable. Quand il est pas sur les terrains de la violence, il rentre chez lui retrouver sa compagne et leurs innombrables chats qu'ils recueillent ensemble. Kevin Carter, probablement celui dont tu as le plus de chances d'avoir entendu parler. Il n'est pas juste connu dans la communauté des photographes, son nom est entré dans la pop culture. Et sa photo la plus célèbre est forcément déjà passée devant tes yeux. Kevin, c'est aussi le plus fragile, le plus instable, et celui qui illustre le plus par son parcours le propos que je vais tenir dans cette vidéo. C'est celui qui naît dans le milieu le plus progressiste, ce qui lui permet très jeune déjà de s'interroger sur la passivité de la génération de ses parents face au péché évident de l'apartheid. Très tôt, il se sent affligé d'honnêtes blancs, tout en faisant partie de participer à un système oppressif et raciste. Il entre en dépression quand il est envoyé à l'armée, et après avoir été passé à tabac par ses compagnons d'armes pour avoir défendu un homme noir, il tente de mettre fin à ses jours. En se réveillant à l'hôpital, il écrit « C'est survivre au Sud, la partie la plus difficile. » C'est après avoir survécu par chance à un attentat qu'il sent lui le besoin d'enregistrer l'histoire que la contribution qu'il peut apporter, c'est de capturer le réel qui l'entoure.
Il rejoint l'équipe du The Star, où il retrouve son ami Ken. Ken qui est plus que ça, hein, c'est son idole, hein, son ancre quand il subit des épisodes dépressifs. Kevin, c'est le premier photographe à réussir à prendre une image d'une exécution par necklacing. On met un pneu imbibé d'essence autour du cou d'une personne avant de l'incendier. Kevin se fait embaucher ensuite au Weekly Mail, un journal lui résolument engagé contre l'apartheid. Côté vie personnelle, il connaît la période la plus stable de sa vie lorsque sa fille vient au monde, avec la photographe Julia Lloyd. Mais lorsque le couple se sépare, la douleur de la séparation d'avec sa gamine le fait replonger dans ses travers. Well, I'm delighted to have in the studio with me today award-winning photojournalist Kevin Carter. So, Kevin, what do you think makes a photograph great? C'est un peu le problème que j'ai avec le film The Bang Bang Club, qui est sorti en 2011, de Steven Silver. La partie sexe et drogue de Carter, elle est dépeinte de façon un petit peu trop rock'n'roll, et lui, il est présenté genre beau gosse, artiste maudit. C'est assez loin de la réalité, hein, plus terrible, plus pathétique aussi, qui est très bien décrite dans le livre sur lequel je me base pour écrire cette vidéo. Livre extrêmement fort, très très dense, bien évidemment qui développe beaucoup plus de choses que ce que je pourrais le faire ici, hein, avec tous les raccourcis que ce format m'oblige à faire. Mais vraiment une lecture indispensable, hein. Si t'arrives à lire en anglais, j'ai pas trouvé d'édition française. Le narrateur du bouquin, c'est d'ailleurs le dernier membre du club, Greg Marinovich. Greg se décrit comme un jeune homme typique de la jeunesse blanche sud-africaine. Il habite dans une banlieue blanche, dans une belle maison confortable et verdoyante. Sa vie, c'est la viande grillée, le rugby, le soleil. Attention, contrairement à Ken, par exemple, lui-même ou dans sa famille, il y a une opposition intellectuelle à l'apartheid. Mais jamais elle lui a fait remettre en cause les privilèges matériels qu'elle lui apporte. Il est toujours très poli et cordial avec la femme noire qui fait le ménage dans sa maison. Il a toujours un mot gentil pour l'homme noir qui met l'essence dans sa voiture à la station. Mais sa dépolitisation lui a jamais fait réfléchir consciemment sur son origine sociale et raciale, sur le fait que ses seuls contacts avec les noirs ne se font que sous forme de rapports de service. C'est à la fac, quand il sera confronté au milieu étudiant blanc, qui est fortement marqué par le racisme, c'est quand il entendra le vocabulaire qu'ils utilisent, comme le terme « oxygen wasters », les gâcheurs d'oxygène, qui va commencer à comprendre l'institutionnalisation du racisme. Un racisme qu'il a lui-même intériorisé. C'est en venant en aide aux élèves noirs pour préparer leurs examens qu'il va vraiment se politiser. La photographie, elle lui offre une licence pour la curiosité, la possibilité de comprendre plus encore la société dans laquelle il vit. C'est à 27 ans que ses premières images commencent à faire parler de lui lorsqu'il assiste à une mise à mort dans un hostel zoulou de Soweto. Les hostels, c'était ces foyers collectifs construits sous l'apartheid pour loger les travailleurs noirs migrants et qui sont devenus peu à peu des bastions politiques. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je m'arrête une seconde pour clarifier la situation du pays et les forces en présence. Les townships, donc ces zones résidentielles périphériques imposées aux populations noires, sont caractérisées par la ségrégation, mais aussi par une pauvreté structurelle et une extrême densité de population. Dans les townships, ça fait des décennies que les violences sont quotidiennes, déjà à cause de la répression des forces de sécurité sud-africaines, mais aussi par des guerres internes entre groupes rivaux noirs, soit divisés ethniquement, les Zoulous, les Xhosa, les Soto, etc., soit divisés politiquement. Ces conflits sont organisés et entretenus par le gouvernement d'apartheid pour éviter à une force d'opposition unifiée de voir le jour, comme l'était l'ANC avant son interdiction. Et c'est pour ça que la libération de Nelson Mandela a tout changé. L'ANC ne se revendique d'aucune ethnie en particulier, ni même d'une couleur en particulier. Il représente juste les intérêts de la population noire et cherche à rejoindre la table des négociations ouverte par le président William de Klerk pour abolir l'apartheid. En face, il y a l'IFP, l'Inkatha Freedom Party, dirigé par Mangosuthu Buthelezi, qui représente principalement les Zoulous et qui est en conflit violent avec l'ANC. There can be no peace until all parties want peace. Cette violence, elle est orchestrée, financée par des forces encore au cœur de l'État, parmi la police, l'armée, parmi des groupuscules d'extrême droite qui considèrent que le gouvernement, en se rapprochant de Mandela, a trahi la cause de la supériorité blanche. Lorsque Greg s'infiltre dans cet hostel à Soweto, il comprend que le seul crime de la personne dont il photographie la mise à mort est qu'il appartient au Pondo. Il méritait de mourir parce qu'il n'était pas Zoulou. Un mois plus tard, il assiste à un nouveau meurtre, cette fois par une foule pro-ANC, qui accuse un jeune homme d'être un espion Inkatha, la situation inverse de la précédente.
L'homme est battu, poignardé. Un enfant lui lance un cocktail Molotov. Il apprendra plus tard le nom de la victime, Lindsay Tshabalala. Cette mort, capturée en images, déclenche une chaîne d'événements inattendus à l'échelle mondiale. À Londres, les éditeurs de l'Associated Press sont stupéfaits par la violence des photos. Elle provoque un choc dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où certains journaux dénoncent leur caractère insoutenable. En Afrique du Sud aussi, l'impact est explosif. Le gouvernement tente d'utiliser les images pour discréditer l'ANC et cherche à identifier les tueurs. La police tente même d'obtenir les négatifs et cherche à interroger Greg, qui refuse évidemment de témoigner, parce que conscient que parler, ça mettrait en danger tous les journalistes du pays. L'histoire des événements que je vais relater ici commence là. Face à la menace de la prison, et pour protéger journalistes et photographes, Greg Marinovich choisit l'exil et quitte l'Afrique du Sud. Le retour de Greg dans le pays se fait par l'intermédiaire de l'obtention du prix le plus prestigieux dont peut rêver un photoreporter. Greg reçoit le prix Pulitzer pour sa dernière image, catégorie Spot News. Il faut arriver à comprendre ce que ça signifie dans le milieu du journalisme et l'impact que ça peut avoir sur une carrière. Déjà, l'attention médiatique que ça lui apporte le rend, pour un temps en tout cas, intouchable. Personne n'oserait maintenant enquêter sur lui et lui demander de délivrer des informations confidentielles. Sa carrière débute à peine et il expérimente immédiatement le succès, mais aussi les premiers doutes. C'est à la mort atroce de Tshabalala qu'il doit cette nouvelle célébrité. Célébrité qui lui apporte aussi la jalousie de nombreux autres photographes. I heard they had to tell him what a Pulitzer was. It's dumb luck. Yeah, Jimmy. You just had this sheer bloody luck to find yourself 10 feet away from a burning man. Luckily, you're just 2 feet away from Oak with a knife, taking swipes at the back of your neck. I mean, be sure to keep your eye nailed to your viewfinder, right? So when you're that lucky, you come see me. Mais certains photographes le soutiennent sincèrement. Ken, Joao, Kevin. Tous les quatre vont alors se rapprocher. Les heures passées ensemble dans la chambre noire du journal The Star et les expériences vécues sur le terrain vont forger entre eux des liens profonds d'amitié. Leurs compagnes respectives deviennent amies, ils se retrouvent pour dîner, analyser, éditer leurs images ensemble. Ils instaurent aussi les Dawn Patrols, des sorties à l'aube dans les townships, le moment charnière où la violence nocturne laisse la place à l'intervention de la police et au ramassage des corps. Entre 1991 et 1993, les négociations politiques vers la nouvelle Afrique du Sud s'accompagnent d'une recrudescence visible des massacres à chaque moment clé des discussions. La violence devient un outil de négociation et leur camaraderie devient essentielle pour affronter le réveil avant l'aube et la perspective d'une nouvelle journée de violence au cœur de ce qu'on appelle là-bas le bang bang. Ils sont là où tous les autres ne vont pas. Leur réputation grandit parmi les rédactions, les autres journalistes. What the fuck? It's a story about you guys. You're gonna love it. It's great. There's no way you're printing this. What dream? We're not fucking paparazzi. Come on, you kind of are. Fuck you, man. It's like saying we're fucking hyenas. All right, John. What about Club? The Bang Bang Club? That's so fucking lame. Qu'ils le désirent ou pas, le Bang Bang Club est né. Les récompenses s'enchaînent pour chacun d'entre eux. Ils se mettent à graviter dans les hautes sphères de la photographie, à graviter autour de leurs aînés. L'un d'entre eux fait d'ailleurs une apparition dans le film en jouant son propre rôle. C'est Alf Kumalo. Greg, it's Alf Kumalo. It's really nice to meet you, sir. It's an honor. I know your photographs well. So Ken, another whitey photographer making money off the spilled blood of Africans, huh? Il y a une réflexion sur laquelle il faut qu'on s'arrête un moment. Le prisme par lequel je raconte cette histoire, c'est 4 photographes. Ken Osterbrook, Joao Silva, Greg Marinovich et Kevin Carter, qui partagent tous le même profil social. Ce sont des hommes blancs issus de la classe moyenne. Des hommes blancs qui pénètrent les townships noirs pour témoigner de ce qui s'y passe. Alors, si le propos que je veux tenir passe par le parcours des membres du Bang Bang Club, je peux pas ne pas parler un moment des grands photographes noirs qui, eux aussi, ont immortalisé cette période. Alf Kumalo, c'est un géant parmi ceux-là. Il a capturé le massacre de Sharpeville, que j'ai déjà évoqué, les procès de la trahison, de Rivonia. Il a documenté la naissance du mouvement de la conscience noire, les négociations de la CODESA, tout ça malgré les harcèlements, les arrestations dont il sera victime.
J'ai illustré certains passages aussi avec les images d'Ernest Cole, un des premiers photographes noirs sud-africains à avoir documenté de l'intérieur la brutalité quotidienne de l'apartheid. Dans les années 60, il photographie clandestinement les pass laws, les expulsions, les humiliations policières et la ségrégation raciale imposée par le régime. En 1967, il publie House of Bondage, un ouvrage majeur qui révèle au monde la réalité de l'apartheid et qui est immédiatement interdit en Afrique du Sud, ce qui force Cole à l'exil. Peter Magubane, premier homme noir sud-africain à obtenir une récompense photographique et qui a aussi peut-être le record du nombre de passages en prison pour ses images. Tous ces photographes sont marginalisés et oubliés et vont devoir lutter des années avant que leur rôle dans l'histoire soit reconnu. Sam Dima a envoyé photographier les émeutes de Soweto, un drame où la police tire dans une foule d'étudiants qui manifestaient pacifiquement et qui fera plus de 500 victimes. C'est lui qui prendra la célèbre photo du jeune Hector Pieterson en 1976. Il mettra plus d'une vingtaine d'années à faire valoir ses droits d'auteur alors que l'image est exploitée commercialement dans le monde entier. En plus de l'invisibilisation, c'est la difficulté à faire leur travail qui est la plus terrible. Durant la guerre des hostels, la majorité d'entre eux ont cessé de couvrir la violence. Les photographes noirs, malgré leurs compétences linguistiques et culturelles, étaient beaucoup plus exposés que les blancs. Parce que le tribalisme les rendait identifiables et donc vulnérables. Il y a un épisode terrible d'ailleurs dans le livre où un de leurs collègues qui les accompagne, Bafana Kumalo, malgré ses orientations politiques, son nom zoulou, sa langue, son apparence, le désigne comme un étranger, un impipi, c'est-à-dire un espion. Il est à ça d'être exécuté par un necklacing, mais il est sauvé heureusement in extremis par les 4 membres du Bang Bang Club qui l'entourent et l'exfiltrent immédiatement. Bafana retournera jamais sur le terrain, atterré par le fait de ne pas avoir le droit, au même privilège, de pouvoir raconter sa propre histoire. De cette histoire, de cette période de violence au début des années 90, le livre en est rempli. Et c'est pour ça que je te le conseille plutôt que le film. Parmi tous ces témoignages, il y en a un qui encapsule pour moi le mieux le parcours du Bang Bang Club. C'est le massacre de Boy Patong. Le 17 janvier 1992, en pleine nuit, une centaine d'hommes zoulous lourdement armés pénètrent ce township situé au sud de Johannesburg et massacrent tous ceux qu'ils trouvent. Les témoignages sont d'autant plus glaçants qu'ils impliquent les forces de police. We've got one lady here who actually saw a policeman, helping. The policeman broke down the door and then went in, and then he was followed by this Inkatha men. And they started taking all people in the house there. Quelques heures plus tôt, des policiers étaient passés débarrasser les rues des barricades mises en place par les unités d'autodéfense pro-ANC et pour leur ordonner de quitter les rues. Des ouvriers de nuit affirment avoir vu des véhicules blindés de police déposer des hommes autour du township. Pire encore, de nombreux témoins impliquent directement les policiers dans les massacres, qui auraient participé à l'attaque, grimés, le visage peint en noir. Comme le mettra en évidence des années plus tard la commission de vérité et de réconciliation, les attaquants étaient zoulous et la police les a aidés avant, pendant et après l'attaque. Certains affirment que les policiers venus enquêter le lendemain sont les mêmes que ceux qui ont participé au massacre. Et malgré ça, les autorités nient tout, détruisent des preuves, notamment les bandes radio de la police, et invoquent des erreurs ou de l'incompétence. Then de Klerk came to Boy Patong, but his gesture of sympathy was met only with anger. An hour after de Klerk left, the police opened fire. La colère à Boy Patong est sans précédent et même dans le pays, au point que l'ANC se retire pendant un temps des négociations sur le démantèlement de l'apartheid. Elle accuse le Parti national au pouvoir de rien faire pour désarmer l'Inkatha. Parmi les 46 victimes de cette nuit-là, il y a aussi des enfants. Aaron Matope a seulement 9 mois quand il est retrouvé mort par son père Klaas, aux côtés de sa femme éventrée. Lors des auditions de la commission Vérité et Réconciliation, le leader de la jeunesse Inkatha justifiera la mort du bébé par cette phrase « Souvenez-vous bien, un serpent donne toujours naissance à un serpent ». C'est Ken, Kevin et Greg qui sont envoyés à Boy Patong pour prendre des images, recueillir des témoignages. C'est ce dernier qui va vivre un des moments les plus durs de sa carrière. Il comprend que parmi toutes les scènes d'horreur qu'il a photographiées ce matin-là, ce bébé mort est l'image qui résume pleinement la cruauté absolue du massacre de la nuit précédente. Pourtant, au moment où il va photographier l'enfant, entouré par ses tantes en larmes,
la réalité du travail photographique s'impose brutalement. La lumière est mauvaise. Ce jour-là, il est accompagné par Heidi, sa compagne, qui elle aussi est journaliste. Il lui demande, avec une lampe, de l'aider à déboucher les ombres, à l'aider à produire, de cet acte monstrueux, une image techniquement réussie. Dans un de mes précédents documentaires, le point central, c'était de s'interroger, axé sur l'essai de Susan Sontag, Devant la douleur des autres, quel impact les images de violence ont sur nous. Quelle utilité il peut y avoir pour des personnes étrangères au conflit à être exposées à toutes les souffrances du monde? Quelle responsabilité en découle? Je t'invite vraiment à aller le voir parce que déjà c'est quasiment certain que tu l'as pas vu, puisque c'est ma vidéo que YouTube a le plus invisibilisée au vu du conflit spécifique qui est exposé. Mais son invisibilisation même illustre le propos que j'y tiens. Et surtout, cette vidéo, c'est un parallèle de celle-ci où j'aimerais qu'on s'interroge sur l'impact de la violence sur celles et ceux qui font ces images, qui les amènent jusqu'à nous. Le métier de photoreporter, moi ça m'a toujours fasciné, comment on fait face à la tension permanente entre deux impossibilités. Laisser parler son humanité et ressentir pleinement chaque mort, ce qui serait émotionnellement insoutenable, ou au contraire, se couper totalement, comme le font certains photographes aguerris, ou ce qui se fait aussi dans la médecine, par exemple. Maybe you have to be like that to do what you do. Be like what? I think you have to forget that those are real people. There was nothing I could do for those people, any of them, except take a photograph. Nothing. Il y a une autre scène qui m'a marqué dans le bouquin raconté par Greg Marinovich, encore lui. C'est dimanche dans le quartier blanc de Greg. Tous ses voisins sont devant leur maison à nettoyer leur belle bagnole avant le petit barbecue dominical. Lui aussi, il lave sa voiture, mais lui, il essaye d'enlever les restes de cervelle humaine incrustés dans la banquette arrière. La veille, ils avaient essayé de transporter à l'hôpital un jeune homme mourant, touché par une balle à la tête sur une zone de conflit. Pour lui, c'est comme si ses voisins vivaient sur une autre planète. Mais il y a un coup qui accompagne chaque cliché. Une part de l'émotion, de la vulnérabilité, de l'empathie qui nous rendent humains se perd chaque fois que l'obturateur se déclenche. Ces 4 années passées à photographier les violences marquent, rétrospectivement, leur aveuglement collectif face aux signes de détresse, à l'impact psychologique cumulatif de leur travail. Ken se réveille chaque nuit en hurlant. Joao devient silencieux et renfermé. Greg sombre lentement dans une dépression durable. Et Kevin, celui dont la consommation de drogue devient la plus inquiétante, alterne entre exaltation et effondrement, appelle ses amis en pleine nuit. Il raconte à Joao un cauchemar récurrent. Il se voit crucifié, incapable de bouger, tandis qu'une caméra zoome sur son visage jusqu'à ce qu'il hurle. Un rêve qui symbolise, selon lui, ce que doivent ressentir leurs sujets au moment de mourir sous l'objectif. Et pourtant, tous tiennent convaincus que montrer ces morts est la seule façon de lutter contre les massacres. Ils continuent à y croire, même face à l'amère ironie que pour une de leurs photos, qu'aura un véritable impact dans la documentation des violences, d'autres de leurs images sont récupérées pour participer à la désinformation. Congratulations, Greg. That was awesome. Appreciate that. Ah, fuck Greg. Screw your award. Your fucking photograph. It's everywhere. The government is using it to show how we animals cannot govern ourselves. How the fuck do you like that? Sonny, leave him. Even the ANC says it's a white man's photo taken for white man's purposes. Sonny, it's not his fault. Certaines photos du massacre de Boy Patong montrent des policiers évacuer des corps le lendemain du drame, ce qui donne l'impression que la police est là pour aider les victimes, alors qu'ils étaient eux-mêmes responsables des crimes. C'est la plus dure réalité du concept de la littératie visuelle de Roland Barthes. La vérité brute d'une image n'existe que dans l'interprétation qu'on en fait. On y est. Les événements qui vont mener à une des images les plus puissantes et les plus marquantes de l'histoire de la photographie découlent d'abord d'une décision qui ressemble surtout à une fuite en avant. Joao a un nouveau projet,
partir réaliser un reportage photo au Soudan. La situation là-bas est critique. Depuis l'indépendance de la domination anglo-égyptienne en 1956, ce pays là aussi est désormais gangréné par des guerres civiles constantes. La charia est imposée sur l'ensemble du territoire et à l'aube des années 90, l'homme au pouvoir, Omar el-Bashir, fait preuve d'un autoritarisme radical. Le Soudan, c'est aussi un refuge pour le terrorisme international, c'est là-bas qu'Oussama Ben Laden s'installe en 91. Et surtout, la famine, qui est utilisée comme arme de guerre contre les populations du sud du pays. C'est ces conflits que Joao veut partir documenter et quand il en parle aux trois autres, Kevin décide immédiatement de l'accompagner. Pour lui, ce départ, c'est pas seulement professionnel, c'est une tentative de remettre sa vie sur les rails, de pouvoir échapper à une relation amoureuse humiliante, pouvoir aussi oublier pendant un temps l'absence de sa fille, échapper aussi à son addiction au white pipe, un mix de marijuana et d'un sédatif, le mandrax, mais aussi à la stagnation de sa carrière au Weekly Mail, un journal qui a jamais de moyens et qui refuse même de financer le voyage. Malgré le refus de son employeur, Kevin arrive miraculeusement à rassembler l'argent grâce à des avances d'autres journaux, à Greg aussi, qui lui en prête un petit peu. À ce moment-là, il est porté par une euphorie fébrile, il est persuadé que ce voyage va réparer sa vie. Pour Joao, le départ, c'est une étape stratégique. Il bénéficie d'une opportunité inespérée grâce à Rob Aidley, un photographe devenu membre de l'ONU pour Opération Lifeline Sudan. Rob peut les faire entrer au sud du Soudan via les rebelles. Newsweek promet un paiement conditionnel avec droit de premier regard sur les images. Ken, lui obtient même une mission officielle pour l'édition internationale. Le rêve de Joao, devenir photographe de guerre international, est enfin à sa portée. Leur fenêtre d'action est très limitée, parce que la situation sur le terrain est extrêmement changeante et n'arrête pas de se dégrader. Les fax de Rob annoncent une intensification des combats. Les factions rebelles du APLS, l'armée populaire de libération du Soudan, se fracturent en une scission qui se transforme en une guerre interethnique. La zone visée, c'est le triangle de la faim, une région reculée et dévastée, où l'aide humanitaire arrive très difficilement et c'est souvent instrumentalisé, et où les journalistes sont tenus à distance. La veille du départ, les deux photographes préparent minutieusement leur équipement, moustiquaires, nourriture déshydratée, matériel photo. Quand ils arrivent à Nairobi, ils logent dans un hôtel délabré et bon marché, et Kevin est toujours hyper actif, enthousiaste. Alors qu'ils boivent des bières en regardant le soleil se coucher, il confie à Joao qu'il est persuadé que le travail qu'ils vont fournir ici va changer sa vie. Il ignore à quel point c'était prophétique. C'est le lendemain que les problèmes commencent. Logistique, matériel, la liste est longue. Mais surtout, ils apprennent la nouvelle. Tous les vols humanitaires vers le sud sont suspendus à cause des combats. C'est tout leur plan qui s'effondre. Pendant 5 jours, ils se rendent quotidiennement au siège de l'ONU. Chaque jour, refus. L'argent s'épuise, ils abandonnent les taxis pour les matoutou surchargés. Kevin photographie la rue avec son Leica, presque amusé. Malgré l'échec, rien ne l'atteint. Il reste étonnamment optimiste. Il parle de devenir freelance, de quitter le Weekly Mail, de construire une relation stable avec Cathy, une jeune femme qu'il a rencontrée juste avant de partir. Attention, il n'y a pas qu'un enjeu personnel pour Kevin, lui qui a sans doute toujours été le plus engagé des 4. Au début de sa carrière, sur ses premières images, il écrivait « J'étais horrifié par ce que je faisais. Mais ensuite, les gens ont commencé à parler de ces photos, et j'ai alors eu le sentiment que mes actes n'avaient peut-être pas été si mauvais. Être témoin de quelque chose d'aussi horrible n'était peut-être pas une si mauvaise chose, après tout. » Joao, lui, il est tendu, furieux. Il a promis des images d'un conflit qu'il ne peut pas atteindre. La situation, elle est bien différente que de juste prendre sa moto et faire les quelques kilomètres qui le séparent des townships. Finalement, l'autorisation tant attendue arrive. Un chef rebelle accepte leur venue. Ils partent avec Rob vers Lokishokyo, une base avancée près de la frontière. Ils passent la nuit sous tente, incapables de dormir tellement la tension est forte. À l'aube, ils atterrissent à Ayod. Les habitants affamés affluent. L'arrivée d'un avion, ça signifie nourriture. Le cargo soulève une tempête de sable. La foule se rue vers les sacs de maïs et de biscuits. Il n'y en a pas assez. Partout, des enfants squelettiques, des mères épuisées, des bébés laissés sur le sol brûlant. Le bâtiment de distribution sert aussi de clinique rempli de mourants. Certains peuvent être sauvés, d'autres non.
Les deux photographes décident de se séparer, les images sont omniprésentes. Kevin, lui, est profondément bouleversé, toute son euphorie a disparu. Elle est loin l'excitation de la violence quand les balles sifflent autour de leurs oreilles et que leur propre vie est en jeu. Il est loin de Bang Bang. Devant son objectif, il n'y a que la misère la plus intense, des hommes, des femmes, des enfants qui agonisent. Juste dans la petite zone d'Ayod où il se trouve, entre 10 et 13 personnes meurent chaque jour de malnutrition. Un peu plus tard, Joao tente d'obtenir l'autorisation de rester plus longtemps. Alors qu'il est en train de négocier avec des rebelles en haillons armés de Kalachnikov, Kevin le rejoint sur la piste, complètement bouleversé. Il lui décrit alors une scène qu'il aurait photographiée. Une fillette effondrée, à genoux, un vautour posé derrière elle. Il a essayé plusieurs angles, déclenchés frénétiquement, et puis son discours devient confus ensuite. Tout ce que comprend Joao, c'est qu'il a l'air hanté. Il n'arrête pas d'évoquer Megan, sa fille. Joao décide alors d'aller voir à son tour, mais il retrouve plus ni la fillette, ni l'oiseau. Dans l'avion qui les amène loin d'ici, il en apprend un peu plus. Kevin aurait attendu plusieurs minutes que le vautour déploie ses ailes, en vain. Il serait ensuite allé le chasser à coups de pied, avant de s'asseoir sous un arbre pour pleurer un moment. Cette photo, tu l'as forcément déjà vue. La fillette et le vautour est publiée dans l'édition du 26 mars 1993 du New York Times avec la légende « Une petite fille, affaiblie par la faim, s'effondre sur le chemin d'un centre d'approvisionnement alimentaire à Ayod. À proximité, un vautour attend. » L'enfant et l'animal situés sur des points de force de l'image, la composition minimaliste et la métaphore des souffrances de la situation au Soudan, dans toute l'Afrique, fait exploser l'image dans le monde entier. Elle fait partie aujourd'hui de la liste des plus grandes photographies jamais prises. Une quantité astronomique de lecteurs écrivent au journal pour connaître le sort de l'enfant, qui se voit contraint de répondre. De nombreux lecteurs ont demandé ce qu'il était advenu de la fillette. Le photographe rapporte qu'elle s'est suffisamment rétablie pour reprendre sa marche après que le vautour a été chassé. On ne sait pas si elle a atteint le centre. Mais cette très courte explication suffira pas, et les yeux du monde entier se portent désormais sur l'auteur de l'image, Kevin Carter. C'est à la fois le succès et les passions déchaînées par sa photo qui lui tombent dessus. D'autant que ces versions divergent à chaque fois. Tantôt il est certain que l'enfant a rejoint la mission humanitaire, tantôt il l'a juste vu marcher dans sa direction sans savoir si elle l'a atteinte. Le public, certains de ses pairs même, la presse critiquent son manque d'éthique et d'humanité. Lui qui a pris des images au lieu d'aller aider l'enfant. Le St. Petersburg Times écrit « L'homme qui n'a juste son objectif que pour cadrer au mieux la souffrance n'est peut-être aussi qu'un prédateur, un vautour de plus sur les lieux. » Et c'est bien comme ça que le monde entier va l'interpréter. C'est lui, Kevin Carter, le vautour sur l'image. Kevin qui devient mondialement, pendant un temps, l'homme le plus détesté au monde. Un titre qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie, toute proche. When there is a breakthrough, such as the decision to hold election in April next year, then there is an upsurge of violence. Les dates des élections sont fixées. Elles auront lieu les 27 et 28 avril 1994. Mais au lieu de les calmer, l'approche du scrutin, ça attise au contraire les tensions en Afrique du Sud et la violence politique augmente régulièrement au fil de 93 et début 94. Plusieurs forces, Inkatha et divers groupes d'extrême droite refusent d'y participer et cherchent à les saboter. Leur stratégie, c'est de provoquer un chaos généralisé pour contraindre le gouvernement de transition à accepter une constitution plus fédérale et des homelands blancs. Les homelands, à la base, c'était des territoires réservés aux populations noires, créés pour les séparer géographiquement et politiquement de la minorité blanche. L'objectif, c'était d'en faire des États indépendants fictifs pour priver les Sud-Africains noirs de leur citoyenneté nationale et de les transformer en étrangers dans leur propre pays. Une idéologie foncière raciste qui a provoqué le déplacement forcé d'environ 3,5 millions de personnes, arrachées à leurs terres pour être reléguées dans des zones pauvres et souvent infertiles. Un cas connu, c'est le Bophuthatswana, dirigé par Lucas Mangopé, un pantin du régime d'apartheid. Un mois avant les élections, il annonce qu'elles ne se tiendront pas dans son homeland. Il continue de prétendre que l'ANC, c'est une organisation interdite, 4 ans après sa légalisation dans le reste du pays.
Pour l'aider à mater les émeutes et les manifestations que cette décision déclenche, il fait appel aux figures de la droite afrikaner, comme l'AWB, le mouvement néo-nazi dirigé par Eugène Terreblanche. Des milliers de militants d'extrême droite affluent dans la région, lourdement armés et parés de drapeaux qui arborent la svastika à 3 branches. Le Bang Bang Club est envoyé photographier le conflit et à nouveau passe à ça de la mort. Kevin se retrouve pris au milieu d'un échange de balles. Ken manque d'être abattu à bout portant. Le coup part, mais le fusil est dévié et tire en l'air. Encore une fois, leur chance les a sauvés. The Afrikaner and the Zulu people don't want to be dominated by the communists. We are slaves of nobody. We are all freemen and our intention is to fight and to die for it. Les 4 photographes en ramènent des images qui montrent la défaite, l'humiliation que les suprémacistes ont subi ce jour-là. À quelques jours des élections, la transition politique attire des milliers de journalistes internationaux venus soit pour témoigner de la naissance d'une démocratie non raciale, soit pour couvrir l'embrasement possible du pays. Les violences redoublent encore pour saboter le processus électoral et le Bang Bang Club, lui, se consolide encore plus. Ils sont conscients de leur statut informel d'élite qui se traduit par une méfiance envers des photographes étrangers qui cherchent à profiter de leur connaissance du terrain. Pour eux, ils ont payé le prix du sang et des années de travail pour acquérir cette expertise et ils refusent maintenant de la partager avec des reporters d'autres pays qui essayent de les suivre et de les parasiter, même si ça peut signifier de les mettre en danger. Greg l'écrit lui-même. Nous étions arrogants, élitistes et extrêmement compétitifs. L'Afrique du Sud est au bord de l'abîme. Les actes terroristes sont quotidiens. Les journées alternent entre déplacements frénétiques pour suivre les meetings électoraux et plongées soudaines dans des zones de guerre urbaines. Et les 4 photographes font face à un épuisement extrême. Kevin est le plus proche du gouffre. À la fois, sa vie personnelle est misérable, incapable de garder quelqu'un dans sa vie, toujours plus accro aux drogues, mais il pense aussi que sa vie professionnelle est finie quand il loupe la couverture d'un discours de Mandela, complètement ivre. C'est aussi totalement drogué qu'il reçoit chez lui le coup de téléphone le plus important de sa vie professionnelle, à tel point qu'il n'arrive même pas à marmonner quelque chose d'intelligible, qu'il n'arrive même pas à comprendre qu'on lui annonce qu'il vient de remporter, à son tour, le prix Pulitzer, pour son image pris plusieurs mois auparavant, La Fillette et le Vautour. C'est Ken et Joao qui se mobilisent pour le remettre d'aplomb et répondre aux médias à sa place. Et il est de nouveau sur pied le 18 avril 1994, quand il suit le reste du groupe au cœur de la dead zone de Thokoza. Once again, the campaign was dogged by violence. Peacekeeping troops were unable to stop a deadly gun battle between backers of Inkatha and the African National Congress. Les 4 photographes suivent le sillage de la National Peacekeeping Force, un groupe militaire sud-africain conçu comme une force légitime de transition et censé pacifier les conflits entre l'ANC et l'Inkatha. Mais beaucoup de plaintes ont été déposées contre la NPKF, notamment par Ken, concernant leur incompétence. Les soldats sont terrifiés, mal préparés. The force has been deployed for only 5 days and this was their first time in action. La tension monte à nouveau dans Khumalo Street. Tout le monde sent qu'une grande confrontation approche. Alors que l'attente reprend, Kevin doit quitter les lieux pour rentrer à Johannesburg, où il doit être interviewé à propos de son Pulitzer remporté la semaine précédente. Joao essaye de l'en dissuader. Thokoza là va exploser. Kevin promet de revenir. C'est juste quelques minutes après son départ que tout s'enchaîne. Des militants ANC arrivent et tentent d'accrocher une banderole Vote Mandela en travers de Khumalo Street face au hostel Inkatha. Des coups de feu éclatent. Ken, Joao, Greg se précipitent près d'un véhicule blindé de la NPKF pour se rapprocher et prendre des images. Un des soldats s'apprête à tirer. Greg se positionne, cadre et va pour déclencher quand son corps est soudain projeté en arrière. Son souffle quitte brutalement ses poumons. Il vient d'être touché par une balle. La violence de l'impact vient de détruire à tous leur illusion d'invulnérabilité. Paradoxalement, malgré la douleur, alors qu'il est en train de lutter pour garder conscience, alors qu'il sent qu'il a été mortellement touché à la poitrine, il ressent un soulagement étrange. Il a enfin payé sa dette de voyeur.
Il ressent l'agitation autour de lui, tout le monde crie. Il voit Joao arriver à ses côtés. Il lui demande alors de transmettre un dernier message à Heidi. Joao refuse, le tu lui diras toi-même de circonstance. Et il se met à le prendre en photo. Après tout, faut documenter, il s'est enfin fait tirer dessus, c'est un rite de passage. Il aura plus tard les images pour s'en souvenir. Il entend encore des cris. Greg croit comprendre que Ken aussi a été blessé. Lui aussi aura le droit à ses photos, comme un trophée. À moitié conscient, il sent qu'on l'embarque dans un véhicule, que des gens s'affairent autour de lui pour le maintenir en vie. Arrivé à l'hôpital, il est pris en charge immédiatement pour un drain thoracique. Et toujours cette pensée, il a mérité ce qui lui arrive. Il paye enfin sa dette. Greg Marinovich va survivre à ses blessures ce jour-là. Mais pas Ken Osterbrook, qui lui a été touché sous l'aisselle. La balle s'est désintégrée dans sa cage thoracique. Ken Osterbrook, award-winning photographer from South Africa's leading newspaper, was killed. Kevin arrive à l'hôpital avec Monica, la femme de Ken. Il reste complètement figé. La seule chose qu'on arrive à tirer de lui, c'est « ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi ». Plus que son meilleur ami, le mentor du Bang Bang Club vient de mourir. I was back at the express. My deepest sympathy to the family of Ken's visitor. Il y a une dernière partie à toute cette histoire, mais avant de l'aborder, il faut que je conclue sur l'histoire avec un grand H, celle de l'Afrique du Sud, et les transformations qu'elle a subies à cette époque. Dès le lendemain de la mort de Ken, les combats recommençaient. Dès le lendemain, alors que Greg subissait opération sur opération pour survivre, Joao et Kevin étaient de retour dans la même rue pour documenter à nouveau le conflit. Plusieurs autres journalistes rapportent la folie de leur comportement ce jour-là, leur imprudence. La photographe Louise Gubb risque elle-même sa vie pour rejoindre Joao, qu'avançait seul au milieu des fusillades. Elle l'arrête, elle l'enlace, tous les deux debout en plein milieu de la rue, avant de le ramener doucement à couvert. Le soir, des tas de journalistes, de photographes se réunissent dans un restaurant pour rendre hommage à Ken. Joao et Kevin, totalement ivres et agressifs, insultent tout le monde, cherchent à se battre. Joao cherche même à détruire ses caméras en les fracassant contre un panneau. Enfin calmé, il s'effondre en larmes. Comment j'ai pu prendre des photos de lui? Est-ce que j'ai vraiment perdu mon âme? Kevin le serre contre lui et répond « Au moins, tu étais là. » Les élections se sont bien déroulées fin avril 1994, grâce à un ultime compromis politique qui permet d'éviter la guerre civile. L'inclusion tardive d'Inkatha dans le processus électoral, rendu possible par l'ajout de stickers sur les bulletins de vote, un symbole grotesque de la fragilité du pays. Cette concession, qui garantit à Inkatha une majorité dans le KwaZulu, sauve la nation du chaos, même si elle provoque la rage de l'extrême droite blanche, qui multiplie les attentats à la bombe dans les villes du Rif. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela est investi président derrière une vitre par balle, en raison d'un complot d'extrême droite. Des centaines de milliers de personnes célèbrent sur les pelouses de l'Union Building. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. C'est à Soweto que le groupe assiste aux célébrations, sans Ken absent, alors qu'ils obtiennent enfin ce pourquoi ils ont lutté pendant toutes ces années, à travers leurs images, la fin du système de l'apartheid. Après l'investiture de son nouveau président, l'atmosphère dans le pays change radicalement. La transition politique achevée, la violence retombe brutalement. Pour tous les journalistes, cette accalmie provoque un sentiment d'anticlimax. L'adrénaline permanente disparaît, tout comme l'attention internationale. Les correspondants étrangers quittent massivement l'Afrique du Sud. Et l'actualité mondiale se tourne désormais vers le génocide des Tutsis au Rwanda. L'Afrique du Sud redevient une histoire africaine parmi d'autres, plus assez spectaculaire pour occuper durablement les unes.
Il y a désormais plus assez de bang-bang pour capter l'attention du monde, et plus de clubs pour le documenter. Chacun va devoir avancer. Joao et Greg s'imaginent partir loin, couvrir l'actualité internationale, rejoindre les lieux de conflit qui explosent ailleurs sur le globe. Kevin est celui dont la carrière semble la plus prometteuse. Il va chercher à New York son prix Pulitzer, le premier attribué au New York Times. Tous ceux qu'il rencontre le trouvent charmant, exalté, magnétique. Il rentre en Afrique du Sud avec son filofax rempli de contacts des agences les plus prestigieuses, un contrat avec Sigma et même une lettre de félicitations de Bill et Hillary Clinton. Mais la réussite devient aussi un poids insupportable et la face sombre de la reconnaissance, exacerbée par l'annonce du prix, continue de le poursuivre. Les questions éthiques autour de la photo du vautour et de l'enfant se multiplient. Il est de moins en moins capable de travailler correctement. 3 mois après ces événements, le mercredi 27 juillet 1994, il gare sa voiture près d'un gommier bleu proche de la maison de son enfance. Il fixe un tuyau d'arrosage au pot d'échappement avec du ruban adhésif, glisse le tuyau dans la fenêtre entrouverte, fume un white pipe et commence à écrire une toute dernière note. Personne ne le reverra jamais vivant. L'histoire de ces 4 hommes, c'est une de celles qui m'a toujours le plus fasciné et interpellé. Ça aurait été quoi ma vie à moi en tant qu'homme blanc, en tant que photographe moi-même? Comment j'aurais agi, comment j'aurais utilisé mes compétences en vivant au cœur d'une société organisée autour du racisme et de la violence? Pourquoi ces images sont arrivées jusqu'à nous il y a 30 ans? Qu'est-ce qu'elles disent du monde dans lequel on vit aujourd'hui? Kevin Carter a fini par passer dans la culture populaire, à travers des chansons, des pièces. C'est lui dont est inspiré La Maison des Feuilles, un bouquin dont tu as déjà entendu parler si tu as déjà vu une vidéo de Feldup. Mais son histoire en particulier m'a toujours touché d'une manière très personnelle. Je me demande quel impact sa photo aurait eu de nos jours, avec l'immédiateté de la diffusion, en plus de notre consommation boulimique des images. Et à une époque où c'est nécessaire de faire des signalements de vertu de plus en plus poussés sur les réseaux sociaux. Je te garantis qu'il suffira d'aller voir les commentaires de cette vidéo pour constater ce que je constate à chaque fois que j'évoque cette histoire. Tout le monde, évidemment, eux, seraient allés aider l'enfant. Certains, à les entendre, auraient sauvé l'Afrique entière de la famine. Et le seul charognard qu'il y a sur cette image, c'est celui qui a déclenché son appareil à ce moment-là. There was nothing I could do for those people, any of them, except take a photograph. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors bien sûr, c'est interprété différemment parce qu'on est sur Internet, mais dans mes vidéos, je donne jamais de réponse. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt me poser des questions. Et le genre de questions qui nous oblige à sortir du cadrage en noir et blanc qu'on a d'une situation et qui nous force à nous confronter aux nuances de gris qui constituent le réel. Je pourrais essayer de réhabiliter Kevin Carter à tes yeux. D'abord, je pourrais souligner qu'il est toujours expressément demandé aux photographes, aux journalistes, de ne pas intervenir près des personnes dans des contextes sanitaires comme celui-ci, sans bagage médical. Je pourrais te rappeler qu'une image est toujours limitée par son cadre, un cadre qui ne montre pas la station d'aide alimentaire des Nations Unies, située hors champ, juste à une petite dizaine de mètres, où la tante de l'enfant faisait la queue pour de la nourriture. Un enfant déjà pris en charge par l'organisation, comme le prouve le bracelet qu'il porte au poignet. Il s'avère qu'on connaît son sort, appris plus tard grâce à une enquête. Cette fillette est en fait un jeune garçon, nommé Kong Nyong. Son père témoignera qu'il a survécu ce jour-là, mais qu'il est mort quelques années plus tard, en 2007, d'une fièvre paludéenne. La fillette était en fait un jeune garçon. C'est Kevin qui, en le voyant, y a projeté la vision de sa propre fille. Au Soudan, en effet, il y a la guerre civile, il y a eu la famine, il y a les inondations. Résultat, des centaines de milliers de personnes sont en train de mourir. Partout, des journaux, des magazines ont publié cette image. Et la réaction immédiate du public international a été d'envoyer de l'argent à toute organisation humanitaire ayant une opération au Soudan.
Une récolte de fonds d'une ampleur inédite parce qu'une photographie a su capter l'œil du monde entier. Alors, est-ce que l'impact de la photographie dédouane le voyeurisme du photographe ? La photographie n'est pas le réel, elle est qu'une portion du réel. Le photojournalisme, c'est pas une documentation globale des crises, c'est juste un portrait de leurs effets visibles, les décors décharnés, prostrés, en souffrance. Comme je le disais dans ma précédente vidéo autour de l'essai de Sontag, le spectacle de la misère sert souvent à réconforter l'opinion occidentale dans sa propre sécurité. Elle crée une identité de donateur vertueux face à une victime passive. Un voyeurisme et un narcissisme occidental qui perpétue aussi un imaginaire colonial, où certaines populations, certaines zones du globe sont des espaces chaotiques, incapables de s'organiser sans l'aide bienveillante de l'Occident. En figeant un instant dans le temps, la photographie isole son sujet, elle l'esthétise et donc elle suscite l'émotion. Mais de fait, ça génère un déficit didactique qui évacue les causes politiques et historiques de la souffrance. Elle montre l'effet sans jamais expliquer la cause. C'est là où entre en jeu un pacte moral entre le producteur d'une image et son récepteur. L'auteur d'une photographie dicte l'émotion que celui qui la reçoit doit ressentir, la compassion, la pitié. Pour que l'image réussisse, le spectateur doit adopter l'attitude morale préconisée. Mais la Fillette et le Vautour montrent que ce pacte moral exige du photographe non seulement qu'il montre la souffrance, mais qu'il incarne lui-même une figure éthique. Et si le spectateur doute de la moralité du photographe, l'image devient alors insupportable, parce que le péché de n'être qu'un spectateur devant ces images devient trop évident. La passivité de Carter, des photoreporters partout dans le monde, elle nous est insupportable parce qu'elle est juste un reflet de la nôtre. Et peu importe le prix payé par ceux en première ligne pour produire ces images, c'est sur eux qu'on fera porter le poids de notre propre inaction. I'm not sure who fired the opening shots, but shots started going off, and then a hang of a lot of shots started going off. We dived out of the car, stayed low for the period. Il y a une anecdote qui résume tout pour moi à la fin du livre. Quand Greg croise un jeune combattant qui lui lance, après avoir appris la mort de Carter, « Pourquoi est-ce qu'il s'est tué? Est-ce que la vie était trop difficile ?» Greg, qui écrivait aussi « Nous avons découvert que l'un des liens les plus forts entre nous résidait dans les questions morales liées à ce que nous faisons. Quand déclenche-t-on et à quel moment cesse-t-on d'être photographe? Nous avons découvert que l'appareil photo n'a jamais été un filtre qui pouvait nous protéger du pire de ce que nous avons vu et photographié. Bien au contraire, il semble que les images se sont imprimées dans nos esprits autant que sur nos pellicules. » Greg Marinovich mettra 1 an pour se remettre de ses blessures avant de quitter l'Afrique du Sud et d'aller couvrir les conflits du monde entier. En 2000, il publie The Bang Bang Club, écrit conjointement avec Joao et préfacé par Desmond Tutu. Joao Silva a lui aussi continué sa carrière en devenant photoreporter international. Le 23 octobre 2010, alors qu'il accompagne un groupe de soldats au sud de l'Afghanistan, il marche sur une mine. Il perd ses 2 jambes, amputées au-dessous du genou. Après la mort de Ken Osterbrook, une fondation est créée à son nom pour perpétuer son travail photographique. Des années plus tard, Greg aura la confirmation de ce qu'ils ont toujours soupçonné. La balle qui l'a tué venait en fait d'un des agents inexpérimentés de la NPKF. Ironiquement, Kevin Carter meurt à 33 ans, en emportant une part de nos propres péchés avec lui. Sa dernière note écrite avant de s'ôter la vie disait « Je suis vraiment désolé. La douleur de vivre dépasse la joie, au point que la joie n'existe plus. Déprimé, sans téléphone, plus d'argent pour le loyer, plus d'argent pour la pension alimentaire, plus d'argent pour les dettes. L'argent. Je suis hanté par les souvenirs vifs de tueries et de cadavres, et de colère et de souffrance, d'enfants affamés ou blessés, de fous à la gâchette facile, souvent des policiers, de bourreaux assassins. Je suis parti rejoindre Ken, si j'en ai la chance.